Le gouvernement du Québec investit dans l'avenir touristique de Charlevoix. Près de 2,4 millions de dollars seront octroyés à la région dans le cadre de divers projets visant à renforcer l'offre touristique et à stimuler l'économie locale. L'annonce a été faite par la députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, Mme Karianne Bourassa, au nom de la ministre du Tourisme du Québec, Mme Caroline Proulx. On annonce 2,4 millions de dollars pour contribuer au développement de plusieurs projets touristiques dans la région. De ce montant, 1,6 million de dollars sera investi pour soutenir 27 projets dans le cadre de l'entente de partenariat régional et de transformation numérique en tourisme 2022-2025. 730 000 dollars seront quant à eux investis pour soutenir 10 projets dans le cadre du plan Montagne de Tourisme Charlevoix. On fait des annonces parfois pour 100 000 des fois même 50 000 Puis quand j'ai vu autant de sous comme ça qui vont venir dans la région, qui vont soutenir, puis on l'a dit, 27 projets, c'est plus qu'une personne, c'est des équipes, c'est différentes régions aussi à travers Charlevoix. Donc, je trouvais que c'était extrêmement important parce que au final, c'est plus d'emplois, c'est plus d'investissement, puis c'est une région qui va rayonner davantage. Le directeur général de Tourisme Charlevoix a tenu à rappeler que l'économie de la région est fortement imbriquée à l'industrie touristique. Dans Charlevoix, plus particulièrement, Karianne a donné des chiffres provinciaux, mais dans Charlevoix, c'est plus d'1 million de visiteurs qui sont accueillis chaque année, générant des retombées de plusieurs centaines de millions de dollars. Ça représente quand même près d'un emploi sur 3, donc c'est vraiment un fleuron essentiel à la vitalité socio-économique de Charlevoix. Au total, les deux enveloppes budgétaires annoncées permettront de soutenir une douzaine de projets distincts dans chacun des secteurs de Charlevoix-Est et de Charlevoix-Ouest. Une dizaine d'initiatives à portée régionale couvrant l'ensemble du territoire charlevoisien bénéficieront également d'un appui financier. Je vous dirais qu'une chose est sûre dans cette entente-là, c'est qu'on a essayé vraiment de porter une attention à où on peut développer le territoire peut-être dans des zones qui sont moins achalandées normalement. Donc moi, je suis très fier là-dedans d'avoir des projets qui sont à Clermont, des projets qui sont à Notre-Dame-des-Monts, des projets qui sont à Baie-Sainte-Catherine, des projets comme ça. Parce que justement, oui, c'est beau, nos zones touristiques principales, puis tout ça, mais je pense qu'on a un enjeu de faire connaître les joyaux peut-être un peu moins connus de notre territoire et tout. Puis en ce sens-là, je pense que cette entente-là nous a définitivement permis ça. Et on portait une analyse très, très rigoureuse au moment de quand on faisait les projets. Dans le pointage, là, à donner plus de points à des projets qui étaient parfois dans des zones moins achalandées, puis qui en avaient bien besoin pour leur vitalité. Dans les projets soutenus, l'Association touristique régionale a décidé d'appuyer une demande spécifique du train touristique de Charlevoix, qui a fait couler beaucoup d'encre au courant des derniers mois. Ce projet-là de soutien à Réseau Charlevoix date déjà de, je dirais, il y a presque 2 ans. En fait, c'était au moment où il y avait eu l'achat du 4e train, mais aussi qu'on voulait créer plus de navettes intra-Charlevoix. Donc, à l'époque, l'infrastructure, la flotte de trains était vieillissante, puis on considère encore que c'était le bon geste. Je ne vous cacherai pas que cette subvention-là avait été mise en pause pour une bonne partie de cet automne et cet hiver, considérant qu'on ne savait pas si l'entreprise allait revenir. Mais à partir du moment où ça nous a été confirmé qu'il serait de retour en gare pour cet été, on a pu procéder, là, dans le fond, à dégeler la subvention. Donc, ça réitère un peu votre confiance et votre appui à l'entreprise. Bien, le 4e train, dans le fond, nous, notre subvention est pour quelque chose de précis. Donc là, ça a été pour l'achat d'un 4e train. Le 4e train a été acheté, donc on peut procéder au déploiement de la subvention. Michel Dion indique également qu'une étude sur la valeur socio-économique des paysages sera menée à travers le plan Montagne de son organisation. On s'est basé beaucoup sur des travaux qui ont été faits à Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ils ont réalisé une étude de la sorte. Puis ce qui a été intéressant, c'est d'être capable de dire qu'un paysage X a une valeur de temps pour l'industrie si on l'utilise à des fins touristiques, tant si on l'utilise à des fins forestières, puis tant si on l'utilise à des fins minières. Puis ça a été, entre autres, possible de dire, bien, ce paysage-là a, par exemple, plus de valeur s'il est exploité à des fins touristiques qu'à des fins forestières ou à des fins minières. Donc, on sait, ça brasse sur notre territoire. Il y a beaucoup de projets qui se passent, des projets éoliens, des projets touristiques, des projets miniers, puis tout ça. Puis ce qu'on veut, c'est être mieux outillé pour défendre peut-être un peu plus la défense, l'intégrité des paysages, puis leur valeur, oui, économique, mais leur valeur aussi sociale pour les Charlevoisiens et tout.
Donc, c'est un projet qui va s'écheler sur 1 an, mais on veut aussi outiller plus les décideurs, les municipalités, les MRC, avoir une matrice d'aide à la décision quand ils reçoivent des projets qui peuvent altérer le paysage. Donc, c'est un peu l'idée de ce projet-là. Le BAP vous a-t-il chauffé un peu là, de ce côté-là en arrivant dans Charlevoix? Les gens disaient, et l'activité récréo-touristique dans tout ça, il y avait des silences radio un peu. On se rendait compte qu'il n'y avait pas d'études vraiment qui avaient été faites. Vous avez pris la balle au bon? Bien, le BAP, je peux dire, en fait partie, mais je pense qu'on est dans cette thématique-là depuis des années. Je pourrais vous nommer le Géolagon, je pourrais vous nommer la mine à Saint-Urbain, je pourrais vous... là, il y a l'éolien. Bon, il y a toutes sortes de projets comme ça. Fait qu'on est appelé comme joueur touristique dans une industrie où on est quand même un moteur économique régional à jouer de plus en plus un rôle de consultation, de défense ou de lobby ou quoi que ce soit. Bien, pour ça, il faut avoir de la bonne donnée. Puis je pense que l'étude passe par là. Tourisme Charlevoix souhaite également développer l'axe du tourisme gourmand dans la région au courant des prochaines années. Le tourisme gourmand fait partie de notre ADN depuis des années. On a toujours été partenaire de la table agro-touristique de Charlevoix, mais force était de constater que le véhicule promotionnel de la route des saveurs était un peu délaissé depuis des années. Pour toutes sortes de raisons, là. Donc, nous, c'est important, c'est tellement une image forte, la route des saveurs, un peu partout à travers le Québec, que c'est important pour nous de se réapproprier ce véhicule-là puis de lui donner un second souffle. Donc, on embauche une ressource spécialisée qui va être là pour faire la promotion. On a toutes sortes de belles choses qui s'en viennent. Bien, déjà, l'image de marque a beaucoup été améliorée. Il y a des activations qui ont été faites. Mais aussi, on souhaite accompagner nos entreprises pour une meilleure expérience de visite une fois dans l'entreprise, des circuits gourmands, des choses comme ça. Donc, je pense que ça va être vraiment intéressant. La députée Karianne Bourassa soutient pour sa part qu'elle poursuit le travail afin de mieux soutenir l'industrie touristique de l'île aux Coudres, qui a vécu plusieurs difficultés au courant des dernières années. Mais vous savez, l'île aux Coudres, je pense que c'est pas exagéré de dire qu'il y a 40 de mon temps qui est consacré à l'île aux Coudres ces temps-ci. Pourtant, j'ai 27 municipalités, là. C'est sûr qu'avec ce qu'ils ont vécu, bon, au niveau des traversiers, là, on a une très, très bonne nouvelle avec le Svaneuil qui a été confirmé. Ça a été beaucoup de travail aussi. Il a fallu que je m'assoie avec mes collègues, Geneviève Guilbeault, Jonathan Julien, pour qu'on en arrive à ça. On va rencontrer la STUQ plus tôt. Je les ai aidés à produire des mémoires pour le projet de loi 89, autant l'industrie touristique que les commerçants. Je vois quand même très, très fréquemment. Donc, l'île aux Coudres, on travaille fort pour aussi la réputation de l'île, que les gens sachent que c'est ouvert, puis que peu importe ce qui arrive avec une éventuelle ou pas grève, bien, les touristes, pas les touristes, les commerçants sont prêts à les accueillir. Pour en apprendre davantage sur les projets soutenus dans le cadre de cette annonce, les personnes intéressées peuvent contacter l'organisation de Tourisme Charlevoix. On se trouve aujourd'hui au Centre d'archives régional de Charlevoix et on vient rencontrer Rosaire Tremblay, qui est documentaliste et recherchiste dans l'établissement. On vient parler avec lui de la mission du centre, mais également d'une campagne de sociofinancement qui a actuellement cours. On va aller voir ça. Bonjour Rosaire. Bonjour Mathieu. On se rencontre aujourd'hui pour parler d'un événement qui est en cours au Centre d'archives. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Oui, on est dans nos officines du Centre d'archives, effectivement, pour parler d'un événement qui est un rituel. C'est un rituel annuel, pour faire une rime, hein, à savoir qu'il faut trouver une autre source de financement que celle qui est la base même du Centre d'archives à travers, pas une loterie, mais un tirage annuel d'une œuvre d'art. Alors, on a gardé cette pratique-là depuis plusieurs années, d'ailleurs presque une vingtaine d'années. Nous faisons donc le tirage d'une œuvre d'art qui nous est offerte par un artiste de la région. Et la vente de ces billets-là nous permet de boucler ou d'attacher, si tu veux, le budget de fonctionnement du Centre d'archives régional de Charlevoix. Et une fois de plus, cette année, il y a quelqu'un qui a levé la main et qui s'est porté volontaire pour vous donner une de ses toiles. Oui, qui a levé la main en ce sens qu'il faut aller la chercher aussi, cette main-là. Hein. Il faut réclamer des fois des gens qu'on connaît, des contacts amicaux. Alors effectivement, cette année, c'est un ami, hein, Jimmy Perron, un gars natif de l'île aux Coudres. Bien connu. Bien connu dans le domaine de l'art dans Charlevoix et au-delà, évidemment, qui a prêté son talent à bien des événements. Il est très généreux d'ailleurs aussi de sa participation, qui a accepté donc de nous offrir ce tableau que l'on a cette année et qui donc va être l'objet de notre tirage au mois d'octobre prochain.
Parle-moi un peu plus, Rosaire, de ce magnifique tableau-là. Qu'est-ce qu'il représente? Le tableau est titré « Au fin fond, durant Notre-Dame ». Il faut comprendre que Jimmy, maintenant, est résident de cette paroisse de l'arrière-pays de Charlevoix, Notre-Dame-des-Monts. Alors, il s'inspire un peu des montagnes de l'arrière-pays, des nuages, de la nature. Alors, dans le style qui lui est sien, évidemment. Voilà, au fin fond de Notre-Dame-des-Monts, tel que vu par Jimmy Perron. C'est un tableau, donc, quand même d'une assez bonne valeur. Oui, une valeur qui est estimée à... 2000 $. Quand 2000 même. $. Puis je veux saluer aussi, outre, évidemment, la très belle contribution de Jimmy, celle de la galerie d'art Iris, sur la rue Saint-Jean-Baptiste, ici à Baie-Saint-Paul, qui nous a offert le cadre pour l'œuvre, OK? Alors, gratuitement. Alors, il faut quand même le signaler également. D'ailleurs, Jimmy est en résidence d'artiste à la galerie Iris depuis quelques mois, je pense. Si on veut voir d'autres de ses œuvres, on peut y passer. On peut y passer. Comment est-ce qu'on fait pour se procurer les billets, Rosaire? Les billets sont en vente, bien sûr, ici dans nos officines du Centre d'archives, au sous-sol de la bibliothèque René-Richard. Nous sommes ouverts du lundi au jeudi, 5 heures ou à peu près. Alors, soit Mélanie, la directrice du centre, ou moi, on est sur place pour proposer les billets à la vente. Au coût de combien? Au coût de 20 $, Mathieu. Et il n'y en a que 400 billets qui sont émis. À chaque année, bon an, mal an, nos 400 billets s'envolent de façon assez rapide. Des petits pains chauds, là. Oui, c'est des petits pains chauds, d'autant le tirage étant limité, mais il faut comprendre aussi que c'est davantage pour la cause. Tu sais, 400 billets, oui, c'est bon, mais c'est des gens qui croient aussi dans le travail, dans la mission du Centre d'archives, qui nous encouragent. Vous faites un boulot quand même qui est important pour la région. Alors, c'est pas facile de vendre des billets à 20 $ dans le contexte contemporain. C'est pas si simple que ça. Mais parce que notre mission est relativement bien reconnue, alors c'est facile de vendre nos billets. Les billets, oui, sont en vente physiquement ici, à nos locaux, mais on peut s'y procurer cette année pour la première fois de façon virtuelle. Sur le site Internet du Centre d'archives régional de Charlevoix, il y a une application sur laquelle on clique et on donne tout le processus, puis on peut faire un virement bancaire par Internet et recevoir son billet électronique. Et on est inscrit au même titre que si on l'achetait physiquement. Quand même une nouveauté importante. Moi, je ne suis pas dans ce truc-là personnellement beaucoup, mais la directrice, Mélanie Bastien, c'est elle qui s'occupe de ce volet-là. Et déjà à date, plusieurs billets ont été acquis par ce couloir-là. Donc, parlons-en de la mission. Vous préservez le patrimoine à la fois municipal de la ville de Baie-Saint-Paul, mais aussi des fonds d'archives privés. Privés, eh oui, c'est ça qui est la mission première. On est un centre d'archives privé, principalement. C'est pas notre mission d'administrer les fonds d'archives publics. Alors, il y a quoi, une vingtaine de centres d'archives semblables dans la province. Nous, on est l'un de ceux-là. Et il existe le Centre d'archives de Charlevoix depuis septembre 1998, où on a inauguré officiellement, on a reçu notre charte de fonctionnement par BANQ, Bibliothèque et Archives nationales du Québec, qui nous sanctionne, si tu veux, un permis à chaque année et à partir de critères très, très, très stricts. Ça veut dire qu'on fait un rapport annuel et à la lumière de nos descriptions, de nos acquisitions, de nos qualités de conservation, BANQ renouvelle ou ne pourrait ne pas renouveler notre accréditation. Mais on a une bonne cote vis-à-vis BANQ puisque nous offrons les mêmes conditions que si nous étions à la Bibliothèque nationale à Montréal ou à Québec. Avez-vous des exemples de fonds privés qui peuvent être connus de la population? Des fonds privés importants, il y en a plusieurs. D'abord, on a au moins 125 fonds privés, OK, qui sont versés ici. Ça représente, Mathieu, rien de moins là, que presque 450 mètres linéaires de documents, sans compter les documents iconographiques qui tournent autour de 200 000. Et les cartes et plans pour au-delà de 3000 spécimens. Alors, on a quand même des fonds importants. Et parmi ceux-là, pour répondre à ta question, je pense entre autres au fonds de Cyril Simard.
Cyril Simard qui a repris la papeterie Saint-Gilles, qui est cofondateur des festivals folkloriques, bien impliqué dans Baie-Saint-Paul pour toutes sortes d'activités à travers sa carrière. C'est un fonds important. La papeterie Saint-Gilles aussi, qui a un fonds important ici qui nous a été cédé, pour ne nommer que ceux-là, là, mais il y en a, donc, comme je te disais, 125 plus ou moins importants. Ça peut être un petit fonds privé d'un volume réduit, mais c'est intéressant pareil. Ce n'est pas nécessairement des fonds de 40 caisses qui comptent, c'est des petits fonds qui, cumulés, font qu'on documente tel ou tel sujet. On peut poursuivre la mission. Voilà. Tu sais, des individus peuvent avoir une série de, je sais pas moi, d'albums photos qui leur viennent de leur grand-père, montrant des scènes d'autrefois dans Charlevoix ou autre. Puis, voilà, ça documente une thématique donnée. Alors, tout est bon pour déposer. Surtout que quand on pense qu'il se jette tellement de choses, des fois à la faveur de déménagement ou à la faveur de départ par décès ou autre, des gens, des fois, ne savent pas qu'on peut déposer les fonds, quels qu'ils soient, ici au Centre d'archives, dans les conditions optimales. Et je pense que le plus beau côté, c'est que non seulement on les reçoit, mais on les interprète. On les classe et on les rend accessibles si la personne le désire. T'sais. Alors, c'est une mission importante. On rend accessible le document aux chercheurs, aux chercheuses. Si on souhaite vous encourager dans cette campagne de sociofinancement-là, on a jusqu'à quand pour le faire? Écoute, on a tout l'été qui est devant nous et le tirage aura lieu le 9 octobre, ici dans nos bureaux du Centre d'archives, au sous-sol de la bibliothèque René Richard. Je vous remercie beaucoup, Rosaire, de nous avoir reçus ici aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie, et TVCO, et toi, Mathieu, de ta collaboration. L'Association québécoise des interprètes du patrimoine a récemment organisé un événement estival au pavillon Saint-Laurent de la ville de Baie-Saint-Paul. Cette activité avait pour objectif de réunir les membres de diverses organisations qui œuvrent dans le domaine de l'interprétation du patrimoine, qu'il soit naturel, culturel, historique ou religieux. Aujourd'hui, on est hyper content d'être là. On est à ce qu'on appelle les 5 à 7 de l'équipe, qui sont des moments de réseautage. Donc, c'est des moments où on veut briser les silos des organisations pour mettre les interprètes puis les gestionnaires de sites ensemble pour qu'ils puissent discuter de bonnes pratiques puis de leurs difficultés puis qu'ils soient plus forts ensemble. On va avoir des gens de la région de Québec, on va avoir des gens, et on a des gens de Montréal, on a des gens des cantons de l'Est aussi. La région de Charlevoix a été choisie cette année pour le 5 à 7 estival de l'association. C'est la première fois qu'on tient un événement dans Charlevoix. Donc, j'ai le goût de dire que Charlevoix, les organisations sont en essor. En tout cas, c'est ce qu'on sent au niveau de l'interprétation. Il y a une belle proactivité. On a aussi le jeu d'évasion sur le site. Dans une atmosphère conviviale, les participants ont pu échanger sur leur mode de fonctionnement respectif, renforcer leurs liens professionnels et réfléchir aux enjeux actuels du milieu. Une première partie qui est une des présentations, donc les 3 organismes, l'organisme GEP, le Camp Le Manoir ainsi que le Musée maritime vont présenter leur bon coup, comment ils arrivent à faire des activités au niveau scolaire, puis qu'est-ce qui fonctionne bien, puis en même temps, quelles sont peut-être aussi les problématiques pour partager en fait. Donc, c'est un moment d'échange riche. Ensuite, il y a une période de questions-réactions. Ce qu'on voit, on parlait que c'était des interprètes. Alors, habituellement, ça jase des interprètes, donc le moment de questions est aussi important que les échanges. Mais dans Charlevoix, les profs, c'est pas nous, là, c'est la plupart du temps, c'est les profs qui bookent, qui appellent. On serait fou de penser que nos idées, c'est les meilleures, qu'on a la seule bonne façon de faire. On a des bons coups,
on a des faiblesses. Puis c'est en échangeant comme ça qu'on se fait challenger puis qu'on se défie nous-mêmes de dire est-ce que je pourrais faire les choses légèrement différemment? Est-ce qu'il y a des choses en plus, des choses en moins? Est-ce qu'il y a des choses dans mon approche où je suis pas assez clair? Je le cache-tu trop que je donne du contenu pédagogique? Faut-tu que mon courriel soit encore plus explicite? Là, je suis dans le technique, mais c'est ces échanges-là qui nous permettent d'amener une organisation plus loin, de ne pas rester à faire ce qu'on est habitué de faire, ce qui est souvent facile, mais qui, à un moment donné, nous fait stagner. Puis quand on stagne, bien, veut pas, on recule. On est obligé de faire affaire avec un tour opérateur. Une thématique précise a guidé le déroulement de la soirée. On a une thématique ce soir qui est l'interprétation, comment interpréter de façon efficace au niveau des clientèles scolaires. Puis Charlevoix se démarque avec les organismes comme GEP, le Musée maritime, le Centre écologique de Port-au-Saumon, donc la CEPAC aussi. Donc on s'est dit, c'est dans Charlevoix qu'on s'en va cette année. L'interprétation destinée au milieu scolaire s'impose comme un défi pour les organismes patrimoniaux qui doivent conjuguer rigueur et accessibilité dans la transmission de leur savoir. Pour les membres, c'est pas évident. Ce qu'on remarque, c'est que les clientèles scolaires, les écoles ont besoin d'organisations qui vont faire des activités d'interprétation au niveau du patrimoine naturel, mais au niveau du patrimoine historique. Mais c'est difficile de percer le milieu scolaire. Les profs ont ce besoin-là. Il y a une offre de service, mais les mettre ensemble puis faire de la promotion, c'est pas si facile. Fait que l'enjeu est de trouver, moi j'ai le goût de dire, les bons canaux de communication. Évidemment, on va parler des enjeux de financement. Là. Les écoles, vous savez, là, c'est niveau scolaire, c'est un peu le parent pauvre. Par contre, en général, les activités, c'est des activités qui sont toujours très abordables. Il y a toutes sortes de façons de subventionner. Donc, je dirais que l'enjeu principal, c'est ça. C'est de faire percoler toute la belle offre d'activités. Pas uniquement pour une activité, mais pour les héberger, les nourrir, tout ça. Donc, on tombe vraiment... C'est une clientèle qui est captive. Dans le fond, on ne peut pas faire venir un élève tout seul. On doit faire venir une classe, ou même une école, ou un niveau scolaire. Donc, il faut trouver absolument des partenaires, des collaborateurs, des gens qui ont le goût de travailler avec nous, qui sont dans le milieu scolaire et qui vont faire le choix de déplacer leur école pour venir une expérience. Le défi de ça, c'est que c'est de la job en plus. C'est difficile pour un prof qui est déjà surchargé dans sa classe, dans ses choses régulières, de prendre le temps de faire ça. C'est vraiment un choix. Il faut honorer ce choix-là puis être capable de développer des partenaires avec des gens qui ont le goût de prendre cette décision-là. L'Association québécoise des interprètes du patrimoine profite également de l'événement public pour faire entendre ses revendications. Notre patrimoine québécois, il est riche, puis on ne le connaît pas assez, puis on a besoin de gens pour le faire connaître. Fait que c'est sûr que c'est assurément la base de ça. On dit souvent, ce que j'entends, ça fait une dizaine d'années que je suis à la KIP, puis encore plus longtemps que je travaille en interprétation. Encore aujourd'hui, même avec mes cheveux blancs, quand je fais de l'interprétation, on me dit hey, « En quoi tu es en train d'étudier? » Alors nous, le but de la KIP, c'est qu'on veut faire connaître et reconnaître le métier. C'est pas une job d'été, c'est un métier. Alors c'est un métier qui est pas si bien rémunéré, mais qui est drôlement important, particulièrement en 2025. Pour en apprendre davantage sur l'AQIP, les personnes intéressées peuvent consulter le site web de l'organisation. Le Moulin de la Rémie, site patrimonial situé à Baie-Saint-Paul, s'apprête à ouvrir ses portes au grand public pour la saison estivale. Fidèle à sa vocation, l'établissement poursuit ses efforts de mise en valeur des savoir-faire traditionnels qui sont liés à la production de farine haut de gamme. Au Moulin de la Rémie, on produit de la farine par Moulin de Charlevoix. Plusieurs tonnes de farine sortent d'ici à chaque jour. Puis nous, Héritage Charlevoix, avec l'accueil du Moulin de la Rémie, on propose des visites guidées du moulin, fait qu'on peut voir toutes les salles, les étapes de production de la farine. On propose aussi de la vente de farine en plus petit format que le moulin vend, donc des formats de 5 kg. On vend aussi des poches à l'unité, des poches de 20 kg. Puis on essaie de transmettre un héritage puis la tradition de faire de la farine sur des meules de pierre, donc les techniques anciennes, mais avec de l'équipement beaucoup plus moderne à l'intérieur du moulin, pour avoir une production de farine en continu qui soit ouverte au public puis que les boulangeries puissent avoir de façon très accessible. On
On essaie de préserver les techniques. C'est très, très manuel. Les meuniers, ils ont une connaissance de la farine beaucoup plus élevée que quelqu'un qui travaillerait, mettons, dans une grande industrie parce qu'ils sont en contact avec le grain, avec les meules, avec la farine. C'est eux qui font les recettes, qui font les mélanges. Ce qui crée une farine aussi qui peut être beaucoup plus affinée en changeant les recettes. Nous, on propose en ce moment 8 recettes différentes. On a plusieurs sortes de grains, évidemment, mais c'est toutes des recettes qui ont été faites par Moulin de Charlevoix. Puis nous, on les offre au public pour garder des saveurs aussi. Comme on a du blé puis on a de l'épeautre aussi, fait que c'est 2 saveurs complètement différentes dans la farine. Pour l'été à venir, le site proposera une programmation enrichie qui sera marquée par plusieurs nouveautés destinées à bonifier l'expérience des visiteurs. Samedi, le 21, on ouvre officiellement. On va proposer, comme les ans derniers, une visite guidée du moulin. Il y a aussi des visites autonomes pour ceux qui veulent visiter le moulin de façon individuelle. Mais il y a quand même beaucoup d'informations sur nos panneaux pour guider le visiteur à travers chacune des salles. Nouvelle visite interactive Oui, qui s'en vient? Oui. Comme tout le moulin a été scanné en 3D, on a fait un parcours virtuel pour avoir accès aux zones dans le moulin que normalement on ne peut pas aller à cause des enjeux de sécurité puis des enjeux de biosécurité surtout. Donc, il a tout été scanné et il y a un parcours virtuel qui va aller de la zone d'ensachage, de la zone des moteurs, directement les meules. Il y a même des coupes ouvertes des meules. On a intégré des vidéos pour qu'on voit encore plus en détail parce que quand on les regarde, les meules sont obligées d'être fermées à cause qu'il y a de la production de farine qui se fait. Mais là, on a des vidéos de quand ils sont ouverts. On va jusqu'au grenier avec tout l'équipement qui sert à faire de la farine aujourd'hui. Une nouvelle salle d'exposition sera également ouverte au public au courant des prochaines semaines. L'espace présentera un pan de l'histoire du moulin de la Rémie qui a survécu à divers défis de production associés aux révolutions industrielles. C'est une exposition, en fait, sur le patrimoine beaucoup plus agricole. Donc, on a des petits moulins à cylindres qui servaient aux agriculteurs avant de faire leur production de farine eux-mêmes. On raconte aussi beaucoup le déclin des moulins traditionnels avec l'arrivée des gros moulins industriels du canal de la Chine puis du grain qui provenait de l'Ouest. Donc, on raconte cette histoire-là, puis on finit par dire, bien, nous, le moulin de la Rémie est encore ouvert. Fait que là, après, on peut aller visiter le moulin de la Rémie. Autre nouveauté attendue, l'établissement vendra dès cet été de nouveaux formats de sacs de farine à des prix compétitifs. La vente, elle était possible l'an dernier, mais ce n'était pas des sacs qui étaient emballés ici. On faisait affaire avec d'autres entreprises pour emballer les sacs. Fait que ça faisait qu'il y avait le sac, le coût était relativement élevé. Mais là, maintenant, on peut proposer des sacs à des coûts à peu près les mêmes que dans le marché, dans n'importe quelle épicerie. Donc, on va à environ de 16 $ à un 16 kg jusqu'à, pour les farines très spécialisées, 22 $, 24 $ le 5 kg. Ça devient intéressant pour les consommateurs. Hein? Oui, c'est ça. On a essayé de s'ajuster à plus ou moins 1 $ des prix des marchés qu'on a pris dans les épiceries ici. De nouveaux aménagements pour mieux accueillir les visiteurs sont également sur le point d'être finalisés en bordure de la route 138. On est en train de finir de construire notre nouvelle aire d'accueil, fait qu'un grand stationnement pour pouvoir accueillir plus de visiteurs. On va avoir une nouvelle pancarte qui va être visible depuis la 138, beaucoup plus que celle qu'on a en ce moment. Il va aussi avoir une aire piétonne avec des tables à pique-nique, des panneaux d'information sur la région ici, la courbe de la mare à la truite, puis des espaces pour les autobus. Puis vous allez le voir aussi, c'est un petit carrefour giratoire pour rentrer. C'est super esthétique, super beau.
Héritage Charlevoix veille également à la conservation du patrimoine bâti du site historique dont l'origine remonte au 19e siècle. Le moulin fête ses 200 ans cette année. Il a été fini de construire en 1826, pardon. Mais il a commencé à être construit en 1825. Alors ça fait 200 ans que le bâtiment est debout. Il y a eu énormément de réparations depuis 200 ans, mais il est encore debout. On a encore une roue, on a encore des meules. Le système d'engrenage est presque le même. Il a été électrifié, évidemment, pour des raisons de production. La roue à godet, en fait, elle est esthétique en ce moment. Mais on a décidé de la garder pour pouvoir transmettre encore l'idée des moulins à eau. On aurait très bien pu l'ôter puis condamner cette partie-là, mais Héritage Charlevoix a décidé de la garder justement pour préserver ce patrimoine-là bâti d'une roue à godet. Pour en apprendre davantage sur le moulin de la Rémie ou pour prévoir une visite, les personnes intéressées peuvent consulter le site Internet d'Héritage Charlevoix. Dans le cadre d'un projet pilote visant à favoriser le mieux-être des aînés, la MRC de Charlevoix met en place une série d'ateliers de cuisine collective. Aujourd'hui, on assiste à Nos Presto, une activité qui est réalisée dans le cadre du plan de développement de la zone agricole et en participation avec Municipalité Amis des aînés aussi. Donc, les gens cuisinent aujourd'hui avec un chef qui s'appelle Sylvain Dervieux, qui est propriétaire des Faux Bergers à Baie-Saint-Paul. Ces activités sont conçues pour répondre à une diversité d'objectifs auprès des participants. Le principal objectif, c'est de faire connaître nos produits locaux, puis de s'y intéresser, puis de motiver de plus en plus l'achat local. Parce que les sous restent chez nous. Puis en plus, bien, on a tellement des beaux produits dans Charlevoix, fait que pourquoi pas les cuisiner, puis apprendre la bonne façon de les cuisiner aussi avec le chef qui nous donne des trucs tout au long de l'activité. L'atelier comprend également un volet pédagogique qui vise la transmission de connaissances. On apprend, bien, on découvre nos produits locaux. On apprend aussi à quel produit peut remplacer quel autre produit aussi. Puis on découvre qu'à 98 % on est capable de manger complètement local pour tous les produits qu'on a besoin dans notre quotidien. Et le chef communique des stratégies de cuisine, de cuisson, de congélation? Oui, effectivement. Il y a de l'éducation qui se fait tout au long. Les gens peuvent poser des questions. C'est très, très convivial. Puis on crée des liens en même temps. C'est génial. Le projet est issu d'une collaboration singulière entre deux instances de la MRC de Charlevoix, soit les démarches locales MADA et le service de développement local et entrepreneurial. Les deux programmes sont issus de la MRC. Donc, l'idée, c'était d'aller chercher, dans le fond, des participants qui avaient un intérêt aussi pour cuisiner ensemble. C'est un besoin que les aînés ont nommé là, depuis quelque temps, de pouvoir se réunir et cuisiner là, pour, sauver des sous, parce que sur le volume, on sauve des sous, puis aussi pour briser l'isolement, pour sortir de la maison puis se trouver une activité intéressante à faire. Tout le monde aime cuisiner, donc c'est une bonne façon de se retrouver. À vos Presto est un programme actuellement à l'essai à travers 2 municipalités de Charlevoix. Il pourrait toutefois être développé au courant des prochains mois. On l'a fait à l'île aux Coudres. Aujourd'hui, on est à Saint-Hilarion. Puis à l'automne, on souhaite le faire dans les autres municipalités aussi pour couvrir tout l'Ouest. Possiblement, le projet va se transposer à l'Est aussi, à suivre. Selon la chargée de projet, la réponse positive de la population témoigne de l'intérêt pour cette initiative.
On n'a vraiment pas eu de difficulté à constituer nos groupes, même que c'est très, très populaire. On n'a pas eu à faire un lancement en général pour trouver des inscriptions. On est allé de bouche à oreille avec nos comités locaux MADA, entre autres, qui sont allés chercher des gens là, qui étaient intéressés de participer. Suite à l'activité communautaire, les participants sont invités à poser un geste particulier à partir de la nourriture cuisinée. Ce qu'on souhaitait, c'est qu'il y ait un geste vers la communauté. Donc, on demande aux participants de redonner à quelqu'un dans la communauté qui pourrait en avoir de besoin. Puis aussi pour faire rayonner notre projet, pour que les gens connaissent le projet puis qu'ils aient envie de venir cuisiner ensemble avec les produits de Charlevoix. Et eux repartent aussi avec une petite partie. Effectivement, c'est sûr, ça sent tellement bon, ils ne pourraient pas s'en empêcher, d'après moi. Des participants témoignent des raisons qui les ont incités à s'impliquer dans l'atelier de cuisine collective. C'est un projet que MADA avait en cours, puis ils nous ont demandé si on voulait participer. Quand j'ai vu qu'on pouvait donner ce qu'on faisait, ça m'a interpellée. J'ai dit oui, j'aimerais ça aller... Puis aussi repartir la cuisine collective, peut-être, voir comment ça fonctionne. Puis... Malgré le fait que vous avez dit que des fois, vous n'aimez pas toujours cuisiner. J'aime pas cuisiner, mais avec un groupe, avec quelqu'un d'autre, c'est toujours plus facile, c'est toujours plus agréable. Moi, j'ai participé parce que je connais bien Jocelyne, qui est présidente de la FEDOC, qui est également impliquée dans la MADA. Alors, elle m'a téléphoné pour voir si on voulait s'impliquer, puis elle m'a expliqué le concept. Puis ça me plaisait de rendre service, en fait, puis de travailler avec des gens ici. Donc, ça fait connaître davantage de personnes aussi. Les deux personnes aînées n'ont pas hésité à savoir à qui elles pourraient offrir une partie des repas qu'elles ont concoctés. Moi, j'ai décidé de le donner à des personnes de Vision Espoir. Moi, c'est une ancienne étudiante que j'ai eue, puis je l'ai rencontrée, puis je lui ai, sur la rue, puis je lui ai offert. J'avais pensé à elle, puis elle était bien contente. Puis moi, j'étais content aussi de faire quelque chose pour elle. Les participants trouvent également pertinent de favoriser l'achat de produits provenant de la région de Charlevoix. C'est tellement une belle région, on a tellement toutes sortes de choses ici. Quand on est capable de s'approvisionner en ville, c'est vraiment plus agréable que de savoir, on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas de... Là, puis en plus, on contribue à la vie de société, tout ça. Oui. Puis aussi le fait qu'on dit que Charlevoix, c'est une région quand même où on doit favoriser beaucoup la culture. Puis on a beaucoup de jeunes couples qui arrivent. Puis c'est un bon moyen de les encourager parce qu'on a le jardin du centre, on a plusieurs nouveaux propriétaires. Oui. Dans des domaines, à un moment donné, des fois, on cultivait des patates, on cultivait ci, on cultivait ça. Maintenant, on arrive avec des produits nouveaux. Puis c'est bien qu'on les fasse connaître. Pour participer à un atelier de cuisine collective à l'automne prochain, les personnes intéressées peuvent communiquer avec le comité MADA de leur municipalité respective. La Société Alzheimer de Québec a récemment inauguré un nouveau point de service dans la région de Charlevoix. Cette initiative vise à offrir un accompagnement de proximité aux personnes vivant avec un trouble neurocognitif ainsi qu'à leurs proches. Cette inauguration aujourd'hui, c'est un événement symbolique pour nous. C'est le début d'un nouveau chapitre concret de notre présence dans Charlevoix. Pendant plusieurs années, on a souhaité vraiment mieux desservir toutes les personnes qui vivent avec un trouble neurocognitif et tous leurs proches dans la région de Charlevoix. Donc, aujourd'hui, on est ici pour rester, pour accompagner et pour soutenir. L'organisme souhaite répondre plus efficacement aux besoins de la population locale en matière de soutien, de sensibilisation et de services spécialisés. Ça fait longtemps que nous, on assurait une présence sporadique sur le territoire. Donc, on avait des intervenants qui se déplaçaient pour rencontrer les familles, pour rencontrer les intervenants sur le territoire. Mais on était fort conscient que les besoins étaient beaucoup plus grands que notre capacité à répondre par ce moyen-là. Donc, c'est la raison pour laquelle on a décidé, avec le soutien du CIUS de la capitale nationale qui nous aide financièrement, de venir ouvrir un point de service pour assurer une présence permanente. Donc, nos bureaux sont ouverts 4 jours semaine avec une intervenante qui est en mesure de répondre à l'ensemble de la communauté atteinte, mais
soit sur notre point de service ou bien en se déplaçant à la résidence des personnes. Le directeur général de la société soutient que cette annonce a été reçue comme une bouffée d'air frais par plusieurs familles de la région. Vivre avec une personne qui vit avec un trouble neurocognitif amène des défis importants. Ça demande beaucoup d'adaptation et ça demande beaucoup d'énergie. Donc, d'avoir une ressource spécialisée qui est en mesure de nous accompagner pour nous donner des trucs, nous expliquer, par exemple, comment bien communiquer, qu'est-ce que je dois planifier, par exemple, sur les aspects juridiques, comment la maladie risque d'évoluer. Donc, ça nous aide vraiment à mieux intervenir auprès de notre proche qui a des besoins particuliers, puis peut-être maintenir la personne dans son lieu de vie, dans sa résidence le plus longtemps possible, retarder le passage à l'hébergement. Le plus longtemps. Donc, c'est les raisons pour lesquelles on est présent. L'intervenante sociale qui assure la gestion du point de service à Baie-Saint-Paul reconnaît que son horaire du temps a été bien chargé depuis son embauche en mars dernier. Je pourrais dire que c'est parti en Lyon. Dès le départ, en fait, il y a eu des publicités qui ont passé, en fait, dans différents médias, puis tout de suite, les personnes ont commencé à appeler, ont commencé à faire des demandes. J'ai commencé à faire une tournée aussi des différents partenaires communautaires, tant dans l'Est que dans l'Ouest, rencontrer, en fait, des équipes professionnelles médicales du CIUS, les services psychosociaux généraux, les travailleurs sociaux. Donc, il y a vraiment eu une belle réception, là. Puis là, en fait, je fais actuellement aussi la tournée des municipalités, rencontrer les agents de développement au niveau de la vie communautaire, c'est vraiment me faire connaître, les tournées des FADOC. Il faut que j'aille en fait vers les gens pour faire connaître le service. Donc, c'est à la fois du rayonnement, du développement et de l'intervention en même temps auprès des familles. En moyenne, en fait, depuis les 3 derniers mois, je fais environ 5 interventions psychosociales par semaine. Ça représente en fait une centaine d'interventions que j'ai fait auprès des personnes pour un total, en fait, de 52 heures d'intervention psychosociale. Donc, c'est quand même beaucoup. J'ai été vraiment proactive, là, parce qu'on dit que c'est vraiment le début de l'implantation, en fait, du point de service, là. Donc, je trouve que les gens viennent déjà beaucoup vers moi par l'entremise des références. J'ai des références également du CIUS, là. C'est très aidant. Malgré ces nouveaux services, Élisabeth Caron estime qu'il reste encore beaucoup de travail de sensibilisation à faire dans la population. Ce qui m'a le plus touchée, c'est que les gens attendent beaucoup pour venir chercher de l'aide. Hein, ce qu'on observe, la majorité des personnes, quand ils viennent chercher de l'aide, la personne qui vit avec la maladie est déjà rendue à un stade modéré. Donc, et le proche aidant est déjà à risque d'épuisement. Hein? Donc, les gens arrivent vers moi, ils font la demande, mais sont en détresse. Donc, c'est ce qui est touchant, en fait. Les gens, ils sont seuls à la maison, ils ont honte de la situation, ils se disent qu'ils vont s'occuper, en fait, de la personne par elle-même. Mais c'est important d'aller chercher de l'aide, d'avoir des ressources, de mettre des mots sur ce qui se passe. 1, pour éviter l'épuisement. 2, pour mettre en place tranquillement les ressources qui vont aider la personne à être proche aidant le plus longtemps possible. Hein, parce que souvent, les personnes veulent garder la personne qui vit avec la maladie à la maison. Hein, donc, mais si vous voulez garder la personne à la maison, mais il faut aller chercher des ressources, du soutien. Tôt. Le plus tôt possible. Donc, nous, en fait, notre idéal, on souhaite agir en prévention, puis notre idéal, en fait, ça serait que les gens viennent chercher de l'aide quand la personne est à un stade léger de la maladie, donc en début de maladie. La Société compte poursuivre le développement de ses services au courant des prochains mois, et ce, à travers l'ensemble de la région de la Capitale-Nationale. Ce à quoi on réfléchit déjà, c'est d'être capable d'offrir du répit de jour à des groupes de personnes atteintes, donc de faire en sorte que les personnes puissent venir passer une journée dans un endroit adapté où on leur offre des activités de stimulation cognitive, stimulation physique, stimulation sociale, leur faire passer une bonne journée finalement. Pendant ce temps-là, leur proche aidant peut bénéficier d'un répit bien mérité. À la fin de l'été, il va y avoir une programmation automne-hiver qui va sortir avec des interventions de groupe, du groupe de soutien, d'information, sur 7 semaines ou des ateliers plus ponctuels sur différentes thématiques qui touchent la proche aidance. Le CIUS de la Capitale-Nationale est l'un des principaux partenaires financiers derrière l'inauguration du nouveau point de service.
C'est par le biais du programme de soutien aux organismes communautaires, soutient le point de service à hauteur de 100 000 par année. Donc, c'est un soutien financier qui nous assure d'être capable d'offrir le service de manière permanente, d'avoir un pied-à-terre où si on est capable d'accueillir les gens. Pour en apprendre davantage sur le fonctionnement et les services de la Société d'Alzheimer de Québec à Baie-Saint-Paul, les personnes intéressées peuvent téléphoner au numéro à l'écran ou consulter le site Internet de l'organisation.